Et c'est le moment donc de retrouver mes invités autour de ce colloque sur le droit naturel, une ressource pour notre temps. Alors j'ai appelé ça plutôt comment sauver l'époque, parce que donc le droit est compliqué et tout le mérite de ce colloque et tout le mérite des gens qui sont autour de moi, dont je rappelle les noms, Bénédicte Bernard, docteur en droit, maître Grégoire Belmont, avocat, et François-Xavier Clément, fondateur de Saint-Joseph Éducation, et justement de réfléchir le droit. C'est pas juste des praticiens, ce sont aussi des gens qui pensent la manière dont le droit est fait, dans la manière dont le droit est enseigné, la manière dont le droit est appliqué, et invinciblement, il y a toujours ce sentiment d'une distance, en fait, entre la loi et ce que nous vivons, entre notre sentiment du juste et la manière dont la loi dit à un moment donné ce qui est juste, ou plutôt ce qui est légal. Et évidemment, tout l'objectif de notre discussion ce soir, c'est de se dire, est-ce que quelque chose est légal et donc moral parce qu'il est légal, ou est-ce que quelque chose est moral parce qu'il précède en quelque sorte le droit positif, c'est-à-dire le droit installé par les hommes? Est-ce qu'il y a un droit naturel qui permet de deviner de façon spontanée mais aussi raisonnable ce qui est juste ou pas? Et évidemment, quand Antigone se dresse face à Créon et qu'elle réclame qu'on enterre les morts, Créon lui oppose un droit positif. Ce sont les lois de la cité et Antigone lui explique qu'il y a un droit naturel et que ce droit naturel, c'est la piété qu'on doit à ceux qui sont morts. Bénédicte Bernard, est-ce que j'ai correctement posé au moins l'un des piliers de la réflexion sur le droit naturel et le droit positif? Oui, tout à fait. Oui, effectivement, vous avez très bien exprimé la problématique. En fait, on va schématiser, mais on a en gros deux grandes théories du droit. On a le positivisme juridique dans lequel, en fait, c'est la loi qui fait le juste, on va dire. Et puis, le réalisme juridique, un autre courant dans lequel c'est la réalité des choses, une réalité qui préexiste au droit, des valeurs, on va dire, méta-juridiques ou pré-juridiques qui fondent le droit et qu'on appelle le droit naturel. Alors effectivement, ce droit naturel, il est assez peu reconnu aujourd'hui. Et on le voit sur les réformes qui concernent la vie, notamment, que vous avez citées tout à l'heure, mais pas seulement. Et c'est vrai qu'on voit que quand il y a une composante éthique, aujourd'hui, on assiste plutôt à un éparpillement des valeurs, à une dispersion. On a du mal à avoir un vivre ensemble cohérent, on va dire, dans lequel on partage des valeurs communes. Et c'est ces valeurs communes, en fait, qui me semblent intéressantes de retrouver, parce que c'est ce qui peut permettre une unité pour un pays, pour une société qui va bien. Parce que, évidemment, il suffit que deux pays définissent positivement et légalement deux droits différents pour que on soit un peu empêché de considérer ce qui est bon et ce qui n'est pas. Prenons par exemple un pays iranien où règne une loi musulmane. Eh bien, on a une manière de définir les droits des femmes, les règles de succession, et d'une manière qui peut paraître à ceux qui sont plongés dans un environnement culturel différent et qui connaissent un droit français être totalement injuste. Mais pourtant, au regard du droit positif, ces lois-là sont parfaitement justes. Elles ont pour elles toute la force de la légalité, et donc ceux qui expliquent que c'est moral parce que c'est légal doivent reconnaître la parfaite moralité de tous ces droits qui, vu de là où on est, nous paraissent un peu aberrants. Voilà, le droit de la Corée du Nord, le droit de la Russie communiste, le droit de Maduro vis-à-vis de ses opposants politiques, le droit cubain sous Fidel Castro, voilà, sont des droits qui, positivement, sont tout à fait légaux. Il y a dans ce livre dont on va afficher la couverture, Le droit naturel, une ressource pour notre temps, des phrases fascinantes, notamment de celui qui a défini le crime contre l'humanité et qui explique, en fait, à partir du moment où on considère qu'il y a un droit positif, un État peut parfaitement expliquer qu'on peut spolier une partie de sa population et qu'on peut massacrer une partie de sa population. Pourvu que les règles aient été établies pourvu que ces nouvelles normes aient été établies selon les règles du droit, c'est-à-dire, voilà, aucun droit positif ne peut s'opposer à un autre droit positif. Alors, d'où l'importance, effectivement, de retrouver un socle commun. Alors, ce que vous décrivez, en fait, c'est le positivisme juridique, c'est en plein, c'est-à-dire un État dans lequel la loi est juste parce qu'elle a été élaborée selon un processus démocratique. Alors là, vous parlez des pays musulmans, donc la question est encore double.
Mais pour les pays... Enfin, la Russie communiste et le Cuba castriste, voilà. Oui, oui. Alors en fait, bon, je vais essayer de prendre le problème un peu de plus loin pour essayer de voir un peu comment résoudre cette question. On va dire que dans le droit, il y a quand même un très très large pluralisme possible dans toutes les mesures qu'on peut prendre. On a des exemples on va dire que la majorité de nos normes n'engagent pas une valeur éthique fondamentale. Et en fait, il y en a assez peu finalement qui l'engagent. Mais quand elles l'engagent, là, il y a vraiment une importance cruciale à aller rechercher ce qui fonde le droit. Alors, effectivement, quand vous n'avez pas cité l'Allemagne d'Hitler, mais en 1933, il est arrivé démocratiquement au pouvoir. Donc, en fait, les lois ont été votées à la majorité. La question fondamentale, c'est est-ce que le fait que des lois soient votées à la majorité suffisent pour la rendre juste et donc applicable avec toute la force du droit. En fait, c'est toute la problématique. En fait, c'est pas parce qu'une loi est votée à la majorité qu'elle est nécessairement juste. Et donc, il faut quand même se poser la question. Ça, c'est de son fondement. Alors, en fait, quand on regarde l'esprit des Lumières qui a traversé l'Europe, en fait, on a une conception de la loi qui est déconnectée de toute transcendance. Elle n'est que dans la conception de Rousseau, dans le pacte social de Rousseau, qui finalement, qu'on retrouve aujourd'hui dans le pacte républicain assez bien. On est dans une filiation assez linéaire. En fait, on coupe la norme de la transcendance. On la coupe de tout ce qui fait son ouverture à la vérité, à quelque chose qui est objectif et réel. Donc, en fait, à partir du moment où on a posé ces bases... La norme est purement contractuelle. C'est-à-dire, c'est parce que les hommes se sont mis d'accord que, du coup, le bien existe à partir du moment où existe ce consensus. Voilà, alors ça, c'est la conception. Si on s'arrête effectivement, que la loi est effectivement... il y a une composante humaine très forte, et effectivement, elle est votée ensemble, elle est choisie ensemble dans sa composante, on va dire, humaine, mais il est certain qu'elle n'est pas que ça. Et c'est là où Rousseau a posé les bases de notre culture actuelle, c'est qu'en fait, il a absolutisé cette volonté générale. Ce qu'il a posé comme principe, c'est que cette volonté générale, en fait, elle pose la loi comme un absolu, parce qu'elle met l'homme au centre, en fait. Elle enlève la transcendance, et on reste, à partir de Rousseau, on est dans l'immanence. On est dans un système juridique qui va être immanent, dans lequel, en fait, la loi n'est que l'expression de la volonté générale. Bien sûr qu'elle l'est dans un système démocratique et que ce processus est nécessaire. Alors, c'est quand même le processus qui, normalement, en principe, aboutit aux meilleures lois, en tout cas dans les systèmes connus jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'on a quand même vidé de sa substance ce qui faisait la norme jusqu'aux Lumières à peu près. C'est effectivement ça qui est la vraie question, c'est qui définit la norme au bout du compte. Et dans le droit naturel, on explique que en fait, il y a des réalités qui ne sont pas le fruit d'un consensus. Et d'ailleurs, évidemment, on conteste d'ailleurs au passage le prétendu état de nature rousseauiste ou la prétendue guerre de tous contre tous de Hobbes, c'est-à-dire en fait des reconstructions archéologiques scientifiquement fausses et sociologiquement hasardeuses et philosophiquement dangereuses, où on expliquerait qu'avant, il n'y avait que des individus en train de errer et de se battre tous les uns contre les autres, version Hobbes, ou au contraire, des gens béats dégringolés d'un roman de Bernardin de Saint-Pierre en train de déguster des pastèques façon Rousseau, et avec 2 ou 3 accidents comme l'invention de la richesse ou la fin du nomadisme. Et le droit naturel pose le fait que, en fait, il y a des normes qui préexistent et que l'exercice de l'intelligence, la réflexion philosophique permettent de se dire qu'il y a en quelque sorte des lois de la société. Et d'abord, elle présuppose qu'il y a toujours une société et qu'il n'y a jamais eu un homme unique qui existerait en train de vagabonder à côté du tigre et de l'agneau, mais au contraire, voilà, qu'il y a toujours une société et que ces lois-là permettent de définir en fait un bon gouvernement, et que le bon droit, c'est celui qui permet en fait d'assurer que la vertu de chacun puisse s'épanouir. Je me tourne vers vous, François-Xavier Clément. Voilà, vous êtes justement un éducateur, en tout cas, et l'un des défis en fait de l'éducation actuelle, c'est justement d'apprendre à l'enfant
à reconnaître ce qui est juste et à reconnaître surtout que ce qui est juste, c'est ce qui lui permet d'être vertueux. Et donc, ce qui nous renvoie à cette vertu, à cette idée un peu stupéfiante aujourd'hui de la nécessité d'une vertu ou même de l'existence d'une vertu. Oui, en fait, le premier cri de l'enfant, quand il se met à parler, c'est pas juste. Il y a toujours ce désir de justice assez bien ancré dans le cœur de l'homme, et le désir effectivement que lui soit rendu ce qui lui est dû. Avec évidemment une conscience qui était éduquée tout au long de la vie de l'enfant jusqu'à la maturité pour lui permettre peu à peu de découvrir ce dû, justement. Et l'enjeu, et c'est ce que disait en filigrane Bénédicte Bernard il y a un instant, mais tout l'enjeu est de comprendre ce dû. Quand on dit rendre à chacun ce qui lui est dû par l'acte de la justice, et c'est le processus éducatif qui permet de le faire, c'est quoi ce dû ? C'est quoi cette dette ? Et sur quoi est-elle fondée ? Sur quoi est fondé ce que l'on doit à un enfant dans l'acte éducatif ? Et petit à petit, qu'est-ce qu'on va transmettre à l'enfant dans sa conscience pour l'aider à découvrir ce qui lui est dû ? Aujourd'hui, on est obligé, dans des protocoles type EVARS, par exemple, comme ceux qui ont été mis par l'éducation nationale. L'éducation à la vie affective, sexuelle, etc. Voilà, relationnelle et sexuelle, d'éduquer les enfants à une question de consentement, de respect de la pudeur, et d'aller très très loin dans, des éléments très détaillés, très techniques sur les parties génitales, sur les gestes qu'il convient de vivre ou pas en fonction de l'âge. Tout cela parce que ce qui est dû n'a pas été défini suffisamment du côté des adultes, et donc ne peut pas l'être dans la relation éducative d'un adulte vis-à-vis d'un enfant. Et à un moment donné, on se retrouve à rechercher par la loi à régler des problèmes d'une technicité absolument effrayante pour les enfants. Quand vous avez un enfant de CE2, et c'est dans le livret EVARS, qui doit apprendre à dire vagin, pubis, vulve, pénis, des termes comme cela, à l'âge de CE2, vous vous rendez compte qu'on a dû en arriver à penser des éléments techniques qu'on va apporter dans l'éducation comme des apports qui viennent remplacer d'une certaine manière la conscience de l'adulte dans la relation éducative, la nécessaire pudeur, la nécessaire chasteté du geste éducatif, etc. Quand vous dites justement la nécessaire pudeur, la nécessaire chasteté, c'est exactement ça d'une certaine manière le droit naturel. C'est-à-dire en fait, on n'a pas besoin d'une loi pour nous expliquer que en théorie, on ne parle pas de vagin et de pénis à quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas un être, n'a pas atteint la puberté, donc n'est pas un être sexué comme on peut l'être à partir de la puberté. Il a l'habitude de dire zizi et zézette, et ça lui va très bien, et de lui dire vagin et pénis, effectivement, offense la chasteté. Mais cette chasteté, cette pudeur, voilà, ce sont des choses qui font partie de la coutume, qui font partie non pas du domaine de la loi, mais qui font partie du domaine du droit naturel. Alors oui, le droit naturel, c'est plus que la coutume, hein, c'est encore avant, c'est-à-dire que c'est ce que disait Bénédicte Bernard en disant des méta. Moi, j'emploie le terme de métaphysique, même il y a un fondement métaphysique du droit qui se trouve dans la nature humaine. Qu'est-ce qu'on entend par nature humaine ? Est-ce qu'on peut encore parler d'une nature humaine, ou alors ça a été tellement déconstruit que on est reparti d'un droit arbitraire, d'un droit purement formel, et d'une logique dans laquelle on ne peut plus rien affirmer pour la conscience même de l'enfant et la conscience de l'éducateur. Et donc quand on parle on va reprendre juste l'exemple de la pudeur. Quand on parle de la pudeur, elle est fondée évidemment sur une culture où la question de la pudeur n'est pas traitée de la même façon d'une culture à l'autre, mais elle est aussi fondée sur le développement de l'enfant, et on peut objectiver cela dans la proportion qu'il doit y avoir compte tenu du développement de l'enfant dans la relation qu'on a avec lui. Et on ne va pas enseigner de la même façon et répondre à la question que nous pose un enfant de 5 ans, papa, comment on fait les bébés, de la même façon un enfant de 10 ans, ou un enfant de 15 ans, ou un enfant de 20 ans.
On va pas répondre de la même façon. Et c'est pas une question de culture, c'est pas une question de loi, c'est une question de proportion. Et cette proportion dans l'éducation, elle est continuelle. Mais elle est fondée sur quoi ? Sur une compréhension assez simple de l'anthropologie et du développement anthropologique de l'enfant. Donc là, on est sur une raison, j'ai envie de dire, philosophique, psychologique, mais qui n'est pas liée à, une foi. Et donc, surtout, elle n'est pas liée sur un consensus légal sur la définition de ce que serait un enfant. Non. Elle est fondée sur l'observation, quelle que soit la culture, du fait qu'un enfant n'est pas un adolescent et qu'un adolescent n'est pas un adulte. Ouais, voilà. Donc c'est en ça que, bien sûr, il y a cette réflexion métaphysique ensuite de se dire, mais au bout du compte, qu'est-ce qui fait que je suis homme et qu'est-ce que ça veut dire être homme ? Mais il y a d'abord 2 ou 3 trucs un peu évidents du style, si le gamin essaie de plonger les mains dans une bassine d'eau bouillante, tu viole son consentement et empêche-le de le faire. Voilà, c'est pas... Et donc, ça pose à la fois la question de qu'est-ce que l'homme, mais ça pose la question aussi de qu'est-ce que le bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que le bien ? C'est exactement ce genre de questions que vous posent vos clients, Maître Belmont. C'est-à-dire, ils arrivent avec des problèmes assez simples. Gustave est rentré dans mon garage, il essayait de voler ma Tesla. J'ai donc sorti l'épée qui était dans mon salon et je l'ai frappé violemment avec, en lui disant... va voir ailleurs si j'y suis. Donc je fais allusion à un événement qui a eu lieu pendant les émeutes où effectivement des jeunes gens étaient rentrés pour voler une voiture et le maître de maison, donc, qui pratique l'épée, les a tapés à coups de plat. On peut le regretter. Et le journaliste qui interroge la personne qui était en train de frapper... qui avait frappé à coups de plat d'épée les jeunes malandrins, lui dit est-ce que vous avez l'impression que vous avez bien agi ? Et la personne dit j'étais en état de légitime défense en fait. Mais justement, cette légitime défense, c'est quelque chose qui n'est pas si évident quand on regarde la manière dont la loi est faite par rapport au sentiment de justice qui anime celui qui est en train de se faire cambrioler. Alors, le métier d'avocat, c'est vrai, est un bon point de départ pour comprendre un peu ce qu'est le droit. Alors, les gens ne viennent pas me demander ce qu'est le bien de façon générale, sinon mon métier serait beaucoup plus compliqué et peut-être beaucoup plus simple aussi. Mais on part toujours, pour faire du droit, d'un cas concret. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure avec monsieur François-Xavier Clément de la nécessité pour le juriste d'être un observateur, d'être quelqu'un qui voit les cas concrets. Mais c'est comme ça que le droit a commencé. Les Romains, qui ont inventé le droit, on peut le dire, et dont le droit ne cessera d'être commenté, copié dans toute notre culture occidentale jusqu'à ce que les philosophes de Lumière viennent introduire une autre tradition, eh bien les Romains, eux, ont bâti le droit à partir de la jurisprudence, à partir des cas concrets. Et ces cas concrets, ce sont ceux qui sont confiés à un avocat. Quelqu'un vient lui parler d'un dommage. Et pour l'avocat, la loi, c'est pas, je dirais, l'alpha et l'oméga, c'est pas une espèce de choses qui inspirent une crainte révérentielle, mais c'est plutôt un instrument, un outil pour aboutir à une solution juste. On dit que l'avocat est un auxiliaire de justice, mais ce n'est pas un auxiliaire de l'institution judiciaire. C'est un auxiliaire de la vertu de justice. C'est ce que disaient d'ailleurs les Romains, les jurisconsultes romains. Au début du digeste, il dit « Nous sommes des ministres de la justice, donc des serviteurs de la vertu de justice ». Saint Thomas d'Aquin disait aussi que le rôle de l'avocat est de faire advenir le juste. Et donc pour nous, les lois sont des moyens, ce sont des outils pour parvenir à une fin qui est dans les choses, un équilibre juste, qui donc, je dirais, dépasse un peu le cadre législatif qui est le nôtre. Vous prenez l'exemple de la légitime défense, c'est vrai, c'est un exemple où assez souvent, on est... si vous voulez, où la question du juste se pose de façon très concrète, parce que la loi ne peut donner que des grandes définitions. La loi, son utilité, c'est de donner des orientations générales à la vie de la cité, mais elle ne peut pas statuer sur tous les cas. Et donc, dans le cas de la légitime défense, il va falloir statuer pour savoir si la réponse qu'on donne à un agresseur est proportionnée, et si elle est nécessaire, et si elle est simultanée. Et comme, si vous voulez, on a une superstition de la loi par les temps qui courent, comme on a cette culture positiviste dont parlait Bénédicte Bernard tout à l'heure, on peut avoir tendance à écraser les gens en leur donnant des conditions de la légitime défense qui sont trop dures. Je prends dans le livre que nous avons fait... dans ces actes du colloque organisé par Aude Mirkovic, l'exemple d'un certain monsieur Legras dans les années 70, qui installe devant sa maison des pièges, qui installe dans sa maison des pièges parce qu'il a été cambriolé un certain nombre de fois. Il installe devant sa maison, il est quand même plutôt fair-play,
un grand panneau avec écrit piège à feu. 2 cambrioleurs arrivent chez lui, sauf qu'ils ne savent pas lire. Et donc, ils rentrent chez lui benoîtement. Et là, un transistor est piégé, il leur saute à la figure. Et le tribunal, dans un premier temps, au nom de la loi, qui, je crois, en l'occurrence, ils ont appliqué de façon injuste, va le condamner, parce qu'ils vont dire qu'il n'y avait pas de simultanéité dans la légitime défense, étant donné qu'il avait posé un piège en avance, et que la simultanéité est une des conditions de la légitime défense. C'est que normalement, je n'ai le droit de riposter à quelqu'un qui me tire dessus avec une arme à feu qu'à condition que le tir ait déjà commencé. Et donc, à ce moment-là, il est légitime que je sorte moi-même habilement la Kalachnikov que j'avais planquée et que je commence à riposter. Voilà, absolument. Mais sauf que, donc là, comme il avait préparé son piège, on lui a dit, cher monsieur, ce n'est pas la légitime défense, vous êtes condamné pour homicide involontaire. Et c'est un jury populaire qui, avec bon sens, je crois, l'a acquitté et a reconnu son innocence. Et le problème de la légitime défense se pose de façon très régulière. Il y a quelques semaines, on a eu une affaire où quelqu'un défend son ami contre des voleurs de BMW. Il retourne le couteau de son agresseur contre son agresseur et il tue son agresseur et il est condamné ensuite à plusieurs années de prison pour avoir simplement défendu. Et on lui dit, oui, mais au moment où vous avez planté le couteau dans le corps de votre agresseur, vous aviez un couteau et lui n'en avait pas, donc votre réponse n'était pas proportionnée. Sauf qu'il faut bien comprendre que cette pauvre personne a été agressée, n'a pas préparé, n'a pas anticipé et a pris ce qu'elle avait sous la main, à savoir le couteau de son agresseur. Non, mais surtout, c'est ça qui est fascinant. Qui, lui, n'avait pas dans le cœur ce souci de la proportionnalité, parce qu'il avait attaqué avec une arme. Et là, en revanche, aucun jury populaire n'a corrigé cette erreur manifeste. Mais je crois même que c'est terrible. Bon, je ne veux pas faire de commentaires excessifs sur une décision que je ne connais que par voie de presse, mais je crois que c'est un jury populaire qui l'a condamné. C'était il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est vrai que le métier d'avocat permet de comprendre que le droit n'est qu'un instrument au service du juste. Et vous savez, je suis désolé Bénédicte de le répéter, mais j'ai subi un traumatisme lorsque je suis devenu étudiant. Mon premier cours de droit, le professeur qui nous reçoit... Bénédicte non, Le premier cours de droit, donc on nous introduit dans ce monde un peu nouveau et c'est très important pour donner un peu d'envie. Et le professeur nous dit, il y a un mot qui est interdit dans toutes vos copies pendant toutes vos études de droit, c'est le mot « juste ». Vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Vous n'avez le droit d'utiliser que le mot « légal ». C'est la seule chose qui importe à partir du moment où vous êtes juriste. Et une autre fois, j'ai utilisé le mot « légitime ». Cette mesure est illégitime dans une copie. Je me suis fait raturer par le professeur qui m'a mis « ceci est illégal ». Voilà. Donc vous voyez que dans la culture ambiante, on ne va pas plus loin que la norme de droit sans s'interroger sur ses finalités, alors que chez les Romains, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui ont inventé le droit, le mot « ius » voulait dire à la fois juste et à la fois la règle de droit. On ne séparait pas les deux notions. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont inventé le droit un peu partout dans le monde en même temps. Enfin voilà, je dirais qu'il y avait vraisemblablement notre corpus. Voilà, c'est le nôtre. Voilà. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, quand on fait du droit antique comparé, voilà, il y a cette notion du juste et du légal qui se confondent d'abord est assez communément partagée. Voilà, en fait, il y a un sentiment de ce qui est juste et on dit, puisque tout le monde est d'accord, et je crois que vous citez Aristote dans ce livre, si tout le monde est d'accord sur le fait que c'est juste, il y a une chance que ce soit vrai et donc on n'a qu'à transformer ça en loi parce que ça permettra, entre autres, d'éduquer la jeunesse. Vous savez, les gens sont rarement d'accord sur ce qui est juste, c'est pour ça qu'on fait des procès. Je dis à l'intérieur d'une culture donnée, oui. Et après ça, il y a le fait... Alors, les gens ne sont pas forcément d'accord sur ce qui est juste. Ils ont quand même... Admettons que je sois en train de vous faire un procès parce que je ne suis pas d'accord sur la manière dont on m'a versé des dommages et intérêts lorsque nos deux voitures se sont télescopées. Là, effectivement, on peut considérer que j'ai subi un grave dommage par rapport à l'imprudence de votre conduite ou qu'au contraire, étant donné que j'étais bourré lorsque j'ai tapé votre voiture, il serait légitime que je sois condamné à des dommages et intérêts un peu plus sévères. Mais on ne remet pas en cause, en fait, l'architecture du fait que on n'est pas d'accord sur le montant, mais on est d'accord sur la situation. Ce qui est intéressant dans le droit positif, c'est qu'on peut même n'être d'accord sur absolument rien parce que tout est construit et plus rien n'est donné, en fait. Oui, alors là, en fait, je pense quand même qu'il y a une question de concept parce que quand même, on parle du droit naturel
par l'expérience, et c'est vrai qu'on perçoit des choses, mais ce n'est pas non plus un pur sentiment subjectif. On est aussi dans une société du subjectif, du pur subjectif. Donc, si je sens que c'est juste, alors c'est juste pour moi. L'authenticité, même, le bon sentiment est gage de justice. Alors qu'en réalité, il y a quand même eu, dans l'histoire du droit, des concepts qui quand même ont été posés. Et quand on regarde la justice, hein, c'est Ulpien qui disait que le droit est l'art du bon et du juste. Donc on va quand même chercher dans le droit le bon et le juste. Qu'est-ce que le bon et le juste ? Alors c'est vrai que ça peut être, selon les cultures, on va avoir une perception qui va être un peu différente. Mais il n'empêche que quand on regarde la réalité, le fait de tuer a toujours été rejeté par les populations. Il y a des choses qui relèvent de l'objectif, en fait, qui sont ressenties parce qu'elles sont en soi ancrées dans une nature humaine. Et là, tout à l'heure, François-Xavier Clément parlait de la nature humaine, et c'est ça aussi ce qu'on a perdu, parce que là, on parle du droit, d'un éclatement du droit, mais tout ça nous arrive d'abord parce qu'il y a un éclatement de la nature humaine, et qu'on n'est plus des êtres créés comme on a été, comme la société s'est pensée jusqu'aux Lumières, à peu près. Mais justement, on est dans des êtres incréés, autoréférentiels, autonomes, autonormatifs, et qui ne dépendent plus d'aucun entourage. Donc on a des monades qui se promènent dans une société qui a du mal à faire une unité parce qu'il n'y a plus de terrain d'entente. Or, en fait, le terrain d'entente, ce qui est très encourageant, c'est qu'au fond, comme on est tous humains, on a tous cette patte, on a quand même en nous cette loi qui est ancrée, en fait, qui est dans la conscience. Hein, le bien, le mal, il est quand même en nous. Donc, on a moyen de récupérer tout ça si on arrive à regarder, à faire un peu une petite réflexion de fond, enfin de revenir, d'un retour sur soi, en fait. C'est même pas tellement d'aller chercher ailleurs, c'est d'aller chercher à l'intérieur, de voir ce qui est inscrit aussi dans notre conscience, pour retrouver, en fait, ce juste. Alors ça, c'est un premier aspect. Mais après, quand on regarde la justice, en fait, elle vient après le droit. Le droit, il est préexistant à la justice. La justice, c'est rendre à chacun le sien. Mais c'est rendre parce qu'il y a déjà eu quelque chose. Et c'est là où il y a une expérience à refaire aussi, c'est de refaire l'expérience qu'en société, il y a nécessairement du droit. Les Romains, justement, que citait Grégoire Bellemand tout à l'heure, en fait, nous disaient « ubi societas ibi ius ». Là où il y a une société, il y a du droit. Et ça, on le constate très vite. Et avec les enfants dans les cours de récré, c'est très frappant. Vous voyez un petit groupe d'enfants, en l'espace de 5-10 minutes, il y a un leader, un organisateur, un contrôleur. Chacun a sa fonction. Et en fait, pourquoi ? Parce que naturellement, on s'organise. La vie est faite de telle sorte que l'homme n'est pas autosuffisant. Il a besoin des autres. Il se construit avec les autres et il se complète. Et donc, chacun a sa fonction. Et ça se dégage. En fait, ça émane aussi du groupe. Du fait que quand on est ensemble, eh bien, en fait, on s'organise. Et c'est ça un petit peu ce qui se passe dans une cour de récré de manière spontanée, se passe aussi au niveau d'un État. C'est ce qui se passe au niveau collectif. Et on a tous besoin les uns des autres, donc on a besoin de ces relations humaines qui sont des relations de justice, parce qu'on doit certaines choses aux autres, on doit le respect, et tout ce qui... On doit à son enfant l'éducation, on lui doit de le nourrir etc. quand il est incapable de trouver sa nourriture seul. Voilà. Il y a une réciprocité de service de génération en génération. Voilà. Et donc ça, c'est parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est parce que on ne considère pas que l'humain s'invente lui-même chaque matin et qu'il est capable un jour de se penser licorne et le lendemain de se penser autre. On considère qu'il y a un donné, en fait. Donc il y a cette nature humaine qui existe. Alors c'est le donné et le construit. C'est toute la différence entre les deux grandes théories du droit, en fait. Dans le réalisme juridique, vous avez une donnée de fait. Le droit est, parce qu'il y a une société, il y a du droit. Et donc le juste vient rendre le droit. Le juste vient dire... Où est le droit ? À qui appartient telle chose ? Vous avez un vol, vous avez une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, donc la définition pénale que nous avons du vol. Eh bien, en réalité, le juste, c'est quoi ? La justice, c'est rendre la chose au propriétaire. Donc, on a bien une chose, on a quelque chose d'objectif, et c'est ça le droit. Le droit, c'est la chose juste, c'est la chose due en soi. Mais c'est une chose due. C'est une chose due, et je trouve l'exemple que vous choisissez absolument fascinant, parce que, voilà, par exemple, saint Thomas nous dit... bien sûr, le droit de propriété existe et donc si ça m'appartient et que tu viens me le prendre sans m'avoir demandé mon avis
et sans que je t'y autorise, c'est un vol. Mais, en revanche, si tu es en train de mourir de faim et que je décide de garder quelque chose qui m'appartient, en fait, je suis en train d'offenser une autre règle du droit que normalement, je n'ai pas le droit de vouloir objectivement le mal de quelqu'un sous prétexte de défendre un droit de propriété, donc dont j'excède en fait la finalité. C'est-à-dire, personne n'a le droit de dépouiller l'autre, mais personne non plus n'a le droit de considérer qu'il est à bon droit en train de me laisser mourir de faim. Oui, c'est vrai. Alors Donc, en plus, bon, dit dans un contexte français où la propriété, le droit de propriété est absolu. Grâce à Dieu, voilà. avec quelques décennies de gouvernement socialiste, on est en train de revenir là-dessus, mais... Mais en fait, quand même, le droit de propriété n'est pas absolu, en fait. Quand on a un état de nécessité, en fait, au fond, ce qui est juste dans ce cas, c'est le partage. Hein, c'est donner à l'autre ce à quoi il a le droit. Et même si la chose ne lui appartient pas, dans ce cas, le rapport de justice s'inverse. Et le juste, c'est de rendre à celui qui est en nécessité ce à quoi il a le droit, en fait, c'est-à-dire survivre. Voilà. C'est une excellente transition. Survivre, c'est exactement le cas de Radio Courtoisie, puisque donc, nous ne vivons que par vos dons. Et donc, il ne s'agit pas, ce n'est pas quelque chose que vous nous devez, mais voilà, vous êtes 2% des auditeurs à nous donner de l'argent, et donc il y a 98% qui ne donnent rien. Voilà, il serait peut-être équitable, à défaut d'être légal, que vous nous donniez et que vous alliez sur soutenir.rc.fr, non pas pour nous rendre notre dû que nous serions en droit d'exiger, mais juste pour assurer cette équité et assurer la continuité de cette radio et de ces émissions comme celle-ci, et celles évidemment qui ont précédé et qui lui succéderont. Merci pour ce message. Lorsqu'on entend dire qu'il y a du donné et du construit, et que les enfants sont capables de s'auto-organiser, évidemment, on a envie de se dire, est-ce que ce sentiment de la justice naît tout seul chez l'enfant ? Comment est-ce qu'on fait pour l'accompagner ? Ou est-ce qu'au contraire, cette idée d'une nature humaine qui serait à la fois évidente et à explorer n'est pas quelque chose de compliqué, et que la nature humaine, malgré tout, n'a pas l'air si évidente, ni dans les cours de récréation, ni dans les salles de classe ? Alors, certains ont rêvé du mythe du bon sauvage, Les beaux enfants de Summerhill, un ouvrage des années 60 qui défrayait la chronique, où on imaginait des enfants qui spontanément allaient établir des règles entre eux, d'organisation, de vie commune. On les laissait entre garçons et filles grandir, etc. Bon, ça a donné des suicides, ça a donné des horreurs. Non, évidemment, dans l'éducation... c'est le principe même du perfectionnement de l'enfant. On aide l'enfant petit à petit à atteindre son bien. Et tout l'enjeu de l'éducation, c'est pas que l'enfant nous obéisse pour qu'il fasse le bien, mais c'est que l'enfant apprenne à aimer, à vouloir, à connaître et à vouloir et à aimer le bien. Et c'est ça l'enjeu, c'est-à-dire que le geste éducatif, il n'a pas pour but de les faire rentrer dans une logique de conformité. Il faut se souvenir quand même qu'un des enjeux du droit, un des enjeux de l'éducation, c'est la liberté. C'est-à-dire d'agir pour le bien avec une conscience droite et de choisir le bien. Et le rôle de l'éducateur, le rôle des parents ou le rôle d'un professeur est de former l'intelligence, la volonté des enfants pour qu'ils acquièrent petit à petit des vertus qui vont leur permettre, sur le plan individuel, sur le plan social, familial, d'atteindre leur bien, de réaliser le bien. En filigrane aussi, derrière notre propos et derrière le propos de Bénédicte tout à l'heure, il y avait aussi la question du bien commun. C'est-à-dire que c'est quoi le but de tout cela? C'est quoi le but? Revenons, de la même façon qu'on revenait au fondement de la nature tout à l'heure, revenons au but du droit et au but de la vie sociale. Si c'est le bien commun, si c'est le bonheur commun, ça veut dire qu'il y a à définir objectivement ce qu'est ce bien. Et est-ce que le bien, c'est une forme de vivre ensemble dans lequel on ne se bat pas et dans lequel on a été totalement anesthésié ou pris dans une tyrannie législative un peu kantienne dans laquelle on se tait pour tenir
cette situation un peu tendue des fameuses monades que vous décriviez tout à l'heure, Bénédicte, en disant, voilà, on a finalement des individus qui ont des cultures, des règles très différentes de vie, des enfants qui vivent dans leur cours de récréation avec des règles et des cultures très différentes. Et comme il faut que tout ce petit monde continue à vivre ensemble sans se tuer, eh bien, on va établir des règles artificielles, des règles un peu hors sol, qui vont leur permettre de tenir. Voilà. Et si la règle change, eh bien, on va éclairer la conscience collective différemment, mais la règle aura juste changé. C'est tout. Et surtout, il y aura cette idée d'une autorité légitime, le souverain, qui est le seul à décider de ce qui est légal ou pas, et donc qui est le seul à décider de ce qui est bien ou mal, et donc qui pourra imposer au gré de l'évolution de sa pensée un bien qui un jour sera considéré comme un mal et inversement. Voilà. Aujourd'hui, on nous explique que l'euthanasie est un truc génial. Après avoir constitutionnalisé l'avortement, voilà, évidemment, il y a quelques décennies, ni l'un ni l'autre ne paraissait être des biens communs. On ne pensait pas qu'on allait exercer sa vertu en encourageant Pépé et Mémé à se prendre une piqûre fatale. Mais aujourd'hui, au contraire, on est en train de nous expliquer qu'il n'y a rien de plus démocratique, de plus libre et de plus égal. Donc, on sent bien qu'il y a cette notion du bien commun. L'un des auditeurs de Radio Courtoisie nous dit d'abord que c'est très intéressant, donc merci à vous tous. Ensuite, qu'on croule sous le droit, tout est réglementé, on étouffe. Peut-on imaginer une société non pas sans droit, mais avec un droit minimal, des principes simples, clairs et peu nombreux, comme le Code civil de 1804 ? Je crois que François-Xavier Clément a dit ce qu'il fallait dire là-dessus, à savoir que quand on éloigne le droit... Quand on éloigne le droit de ce qui est juste, qu'on ne se pose pas la question du juste, eh bien, on regarde simplement les individus, on est obligé de fabriquer de façon complètement artificielle tout un tas de règlements pour que des gens sans référentiel de justice puissent coexister de la façon la plus pacifique possible. Philippe Muret, par exemple, critiquait la notion de vide juridique, en disant qu'aujourd'hui... on avait peur de rien plus que du vide juridique parce qu'il n'y a pas de justice qui le sous-tende. Si on fonde le droit sur la justice, un vide juridique, c'est simplement une question à laquelle on n'a pas encore répondu, mais qu'un juge peut trancher. Donc je crois que cet auditeur a parfaitement raison. C'est l'absence de référentiel judiciaire, de justice, qui nous pousse à la prolifération du droit, selon ce paradoxe qu'a fait valoir Pierre-Augustin Cochin, selon lequel une société qui se prétend fondée sur la liberté aboutit en fait à la contrainte, alors qu'une société normalement fondée sur le juste aboutit à la liberté. Alors, il y a peut-être plusieurs choses à dire pour compléter ce qui a été dit de part et d'autre. Déjà, quel est le domaine propre du droit dans ce qui est bien et dans ce qui est mal ? Parce que la loi naturelle, après tout, ça concerne tout. Ne pas boire avec excès, ça concerne la loi naturelle et le juste milieu de la boisson est fixé en fonction de chacun. Moi qui suis grand, vous voyez, je peux boire évidemment une certaine quantité, mais bon voilà, c'est différent pour chacun. Alors que le domaine du droit, c'est le domaine spécifique des relations, ce qui lui permet d'être objectif, il est en dehors des gens. Et si on remet le droit sur la justice, on remet le droit sur les relations, et à ce titre, on diminue le droit, puisque la question des relations, finalement une question, je dirais, à la fois objective, en dehors des gens, et qui peut être traitée avec une certaine simplicité. Aujourd'hui, nous avons un droit naturel en France qui est officiellement reconnu. On ne dit pas que notre culture n'est pas complètement positiviste. Elle ne dit pas que la loi fait tout. Et ce droit naturel, c'est celui des droits de l'homme. On dit qu'on a le droit de tout faire du point de vue de la loi, mais il faut qu'on respecte les droits de l'homme. Sauf qu'on aurait bien du mal à définir les droits de l'homme, parce que ce que disent les droits de l'homme, en fait, les droits de l'homme restituent la loi sur l'individu. Donc, la loi dit que l'individu a le droit de s'exprimer, a le droit de ceci, a le droit de cela, et donc se désintéresse des relations. Vous avez un mot qui est absent de la Déclaration des droits de l'homme, c'est le mot justice. C'est hors de la considération. Et donc, finalement, la loi va devoir faire une proportionnalité entre la toute-puissance du législateur, qui n'est pas limitée par le juste, et la toute-puissance de l'individu, qui n'est pas non plus limitée par le juste. Et donc cette friction permanente entre la toute-puissance du législateur et la toute-puissance de l'individu eh bien, va donner lieu à une usine à gaz absolument invraisemblable, dont le juge aura le dernier mot, ce qui fait qu'on parle, à mon avis abusivement, mais qu'on parle beaucoup de gouvernement des juges. Si je peux prendre un exemple simple,
Prenez un match de football. Dans un match de football, vous avez deux équipes. Et si on voulait faire du droit naturel sur le match de football, enfin ce qu'ont fait les gens qui ont fait les règles du football, on se dit, voilà, j'ai deux équipes. Il faut donc qu'il y ait entre les deux des règles qui permettent une certaine égalité entre les coups des uns et les coups des autres, qui permettent de protéger les joueurs, de libérer un peu le jeu dans une relative sécurité. Et donc c'est une vision d'ensemble et une vision des relations qui donnent les règles du football. Quand on part de ce nouveau droit naturel qui est celui des droits de l'homme, alors il n'y a plus de partis, il n'y a plus d'équipes, il n'y a plus que des individus. Voilà, c'est la seule chose qui existe, c'est le courant du nominalisme philosophique qui aboutit à ça. Donc il n'y a plus que des joueurs. Et donc si je veux bâtir les règles du football à partir des joueurs, tout de suite c'est beaucoup plus compliqué. Alors je veux dire, les joueurs ont le droit d'attaquer, ils ont aussi le droit de défendre, et il ne faut pas que le droit d'attaquer porte une atteinte disproportionnée au droit de se défendre. Et donc je vais, moi, arbitre, en chaque situation, faire un contrôle de proportionnalité pour savoir si le droit d'attaquer de l'un porte atteinte de façon proportionnée au droit de défendre de l'autre. Et à la fin, vous en arrivez à une usine à gaz où les règles se multiplient et où, in fine, c'est l'arbitre qui a tous les pouvoirs. Enfin, c'est l'horreur. Et ben, je crois que c'est exactement ce qui est en train de se passer avec notre système de droit tel qu'il se conçoit aujourd'hui. Oui, parce que on passe en permanence à l'idée que il faut à chaque fois préserver les droits de l'individu, mais tout en faisant en sorte que la société existe. Une société où chacun est malgré tout potentiellement l'ennemi de l'autre, puisque l'expansion de mon droit personnel, évidemment, rencontre les expansions des droits personnels des autres. Et on a l'impression que cette inflation du droit est surtout une inflation coercitive. Et qu'on fait en sorte désormais d'interdire et de surinterdire, avec d'ailleurs des partis politiques comme les Verts, qui sont les champions de l'interdiction possible en nombre de propositions législatives. Pourquoi est-ce que le droit positif est à ce point-là coercitif ? Alors, je crois que ça a été dit à l'instant. En fait, c'est cette question de la prolifération des lois, elle vient du fait qu'on a mis le curseur un peu trop haut sur la légitimité de la loi qui vient de son processus, en fait, qui vient de son élaboration, tout simplement, sans base réelle, sans base concrète. En fait, dans le droit, vous avez un juriste que les juristes connaissent bien, Kelsen, qui, en fait, pose un système dans lequel l'état de droit, on va dire, dans lequel la norme fondamentale va être la source de tout le droit et la légitimité de tout le droit, en l'occurrence la Constitution chez nous. Et à partir de là, tout va découler. Toutes les normes doivent être cohérentes avec ce texte suprême, on va dire, qui donne toute la légitimité au droit. Mais ce texte, coupé d'une transcendance, en fait, en fait, le système finit par vaciller. D'où l'importance, là, cette question de la constitutionnalisation de l'avortement. Merci d'avoir trébuché, voilà, vous aussi. On trébuche tous. Voilà, la question, c'est que pourquoi est-ce qu'on veut absolument le mettre dans la Constitution ? Parce qu'il y a tout un système juridique derrière. Et que c'est tout le droit, c'est un système normatif coercitif qui, du coup, est en place. Bon, alors tout ça, en même temps, tout à l'heure, quand j'écoutais François-Xavier parler, je me disais, finalement, on est dans une époque d'un morcellement, quand même, on le constate. Enfin, on constate une montée de la violence, une absence de cohésion, on a du mal, quand même, à faire une unité. Et en même temps, moi, je me dis que c'est aussi une belle opportunité parce qu'au fond, on va être obligé de se reposer. On est obligé de se reposer la question de pourquoi est-ce qu'on vit ensemble ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Quel est le but de la société ? En fait, si le but d'une société, d'un état de droit, c'est de rendre la coexistence pacifique entre tous, au sein d'un bon pluralisme, d'un sain pluralisme, on n'est pas obligé d'être tous d'accord, de partager les mêmes philosophies, les mêmes credos, etc. Mais il y a quand même des bases communes qu'on doit retrouver et qu'on retrouve quand on regarde ce qu'est l'homme. Et je pense que la question, elle est là. Et effectivement, on est dans une époque, à mon avis, on est sur une fin de période. On sent bien qu'il y a un truc qui va bouger, que c'est pas possible qu'on continue avec une telle pauvreté dans les relations humaines, avec un tel individualisme. C'est trop fort. Il y a un moment où il va bien se passer un mouvement de bascule. On va quand même essayer de retrouver des socles, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans l'époque actuelle ? C'est d'une part, effectivement, d'avoir tendance à sacraliser l'expression des droits individuels. Voilà, oui. Et donc, l'enfant peut décider de changer de sexe sans en avertir ses parents. Voilà, l'enfant qui n'a pas le droit de vote, parce que changer de sexe, c'est anecdotique par rapport au fait de voter.
Et donc, on va jusqu'à cette sacralisation individuelle et en même temps, on nous impose des devoirs de solidarité qui sont censés être des devoirs relationnels, comme par exemple l'accueil inconditionnel des immigrés ou le fait qu'il y a aujourd'hui un droit du squat en France où si quelqu'un considère que la seule manière qu'il a d'habiter, c'est de rentrer chez vous et de se commander une pizza, eh bien ensuite la justice expliquera que bien sûr le squatteur peut rester dans ce logement et vous mettez 3 ans à récupérer votre bien locatif ou votre propriété. Et l'un des auditeurs de Radio Courtoisie nous dit c'est quand même absurde, ce propriétaire qui ne peut expulser des squatteurs de son logement. Il faut supprimer cette façon légale de rendre la justice et rétablir le bon sens populaire. Est-ce que, malgré tout, ce bon sens populaire est la véritable réponse à ce défaut de justice ou, malgré tout, si fabriqué que puisse paraître le droit, on n'a pas besoin, malgré tout, de normes et qui, elles, ne sont pas naturelles, qui sont des normes construites. Sont construites, mais avec un excellent bon sens, comme vient d'exprimer cette personne. En fait, effectivement, mais le droit naturel, c'est le bon sens. C'est des choses essentielles, basiques. Ce ne sont pas des choses absolument mystérieuses. Hein. C'est quand même... Voilà, c'est ce qu'exprime cette personne. Enfin, le droit de propriété existe aussi. Rendre à chacun le sien, c'est rendre à chacun son logement. S'il appartient à une personne, c'est normal que la personne puisse en bénéficier. Bon. Alors après, le squat, la question c'est est-ce légitime? Est-ce un état de nécessité ou pas? Enfin, voilà, il y a des questions complexes qui sont derrière et auxquelles on ne peut pas répondre comme ça de manière générale. Il faut voir au cas par cas. Mais c'est vrai que on voit qu'il y a quand même un abus. La justice ne répond pas en se demandant s'il y a... Alors oui, il y a un abus sur ces questions. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, là, une fois qu'on a admis le droit du squat, un juge n'a pas le droit d'interroger, si je veux dire, la légitimité de l'occupation. Il constate cette occupation. Et il constate qu'elle est faite selon des règles, comme par exemple le fait d'avoir commandé une pizza ou d'avoir fait changer le nom du compteur électrique. Et ça suffit en fait à fonder un droit d'occupation qui paraît profondément injuste. Alors moi, je dirais que le problème, c'est la boussole. On a perdu la boussole, en fait. On a perdu le nord par rapport au juste. Est-ce qu'on se pose la question du juste? Non, je ne suis pas sûre. Je pense qu'on se pose la question de la loi, du légalisme. Est-ce légal? Voilà. En fait, on fait un contrôle de proportionnalité entre le droit de propriété de celui qui possède la maison et le droit au respect du domicile de celui qui l'occupe effectivement. Donc vous voyez quand même, on va chercher très loin une réponse qui pourrait être donnée par le bon sens. Et à partir du moment où on fait ce contrôle de proportionnalité, c'est forcément un juge qui doit le décider. Donc vous ne pouvez expulser le squatteur qu'après avoir saisi un tribunal adéquat. Et donc il est certain que le juge, ce sont des choses que tout le monde connaît spontanément. François-Xavier Clément l'a dit tout à l'heure, les enfants... dès le plus jeune âge, parlent de la justice, pensent à la justice et sont extrêmement vigilants, même sur le respect de leur part. Et alors, vous parliez tout à l'heure de la question des migrants, vous parliez de ce genre de choses. Je pense que comme on a perdu ce référentiel de justice, il y a aussi une grande confusion ambiante entre le droit et la morale. Parce que finalement, accueillir des migrants, leur donner des allocations, etc., c'est au nom d'une politique de générosité, si je puis dire. On se dit, voilà, nous sommes bons moralement, nous allons le faire, sans se poser la question de ce qui est dû et ce qui ne l'est pas. Vous avez fait la distinction tout à l'heure, au moment de faire un appel aux dons. Vous avez dit, vous ne nous devez pas d'argent à Radio Courtoisie, mais ce serait gentil de votre part de nous en donner. C'est vrai. Eh bien, comme on confond les deux, eh bien, on en vient à imposer par la loi des choses qui devraient relever d'une charité, d'une initiative privée. Et je crois qu'il y a là une mise à l'écart de ce qu'Aristote appelle la justice distributive. Aristote a défini assez simplement la justice. Il a dit la justice, c'est quoi? C'est dans les relations une égalité simple. Il faut que ce qu'on m'a pris, donc vous preniez l'exemple du vol tout à l'heure, on me le rende. Ce que j'ai payé, eh bien, il faut que j'ai une chose équivalente, sinon le contrat n'est pas juste. Ou alors c'est la justice dans les distributions, et donc à savoir donner à chacun selon une égalité proportionnelle. Ce sont des choses concrètes, qu'on n'a pas fini de chercher dans les faits. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir un droit positif et une institution judiciaire, mais que tout le monde peut assez facilement comprendre.
Je suis en train de recevoir avec plaisir 3 spécialistes du droit qui ont participé à un colloque sur le droit naturel, dont les actes ont été édités aux éditions Bollen, le droit naturel, une ressource pour notre temps. Et donc j'en discute de ces actes du colloque avec 3 des auteurs, Bénédicte Bernard, docteur en droit, François-Xavier Clément, fondateur de Saint-Joseph Éducation, et maître Grégoire Belmont, avocat et directeur de publication de la revue de philosophie du droit. François-Xavier Clément, lorsqu'on parle de relations en fait et de proportionnalité, etc., et vous tout à l'heure vous aviez pris comme premier exemple éducatif, ce qui était un peu surprenant, les VARS, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et où justement on pose les relations comme une espèce de jeu de mécano, un ensemble de fictions précises, juridiquement déterminées, avec un corpus scientifique de description. Est-ce que c'est véritablement ça, la relation qu'on est en droit d'attendre dans un vivre ensemble tel que vous le décriviez ? À partir du moment où on a perdu les fondements métaphysiques de l'anthropologie, de la relation et du juste dans la relation, c'est-à-dire d'une relation qui a pour but le bien de l'enfant, on va être contraint de compenser et de compenser par effectivement des règles de plus en plus techniques sur ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible. On en arrive finalement, et quand j'entendais le propos précédent, je pensais à cela, il y a une expression qui est le titre d'un ouvrage d'Emmanuel Kant qui parlait de la métaphysique des mœurs. Il faudrait en quelque sorte, il faudrait réécrire cet ouvrage, ou plutôt écrire un ouvrage avec le même titre, pour parler justement de ce que nous entendons dans le droit naturel par une métaphysique des mœurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui dicte, pour reprendre votre expression, Bénédicte, de boussole, quelle est cette boussole qu'on a perdue ? Cette boussole qui nous conduit à penser la relation, et notamment la relation éducative, de telle manière à ce qu'on recherche toujours et objectivement le bien de l'enfant. Si le but est un vivre ensemble purement technique entre des personnes qui n'ont plus rien en commun, ou si ce n'est par petits groupes et par petites communautés, alors il n'y a plus de bien objectif. Il y a simplement des règles et des contraintes que je vais installer dans mon entourage et des limites que je vais me donner pour éviter les frictions, éviter les douleurs, éviter les complications. Mais de la même façon, tout à l'heure, on prend les pieds dans le tapis à ce que vous disiez, Maître Belmont, sur la question du squat ou du droit au squat, etc., on peut se dire qu'il y a une métaphysique des mœurs dans cette pensée, qui est la pensée socialiste, qui est une métaphysique en quelque sorte, c'est-à-dire une idéologie qui vient s'imposer d'une telle manière aux législateurs, le syndicat de la magistrature connaît ça parfaitement, hein, ils l'ont parfaitement adopté, c'est-à-dire une orientation supérieure au droit, qui fait que je vais privilégier une certaine catégorie de personnes au nom d'une pensée qui s'impose à moi, c'est-à-dire d'une idéologie, tout à fait indépendante d'une question de bien, de justice ou de proportionnalité, voire de question du droit de la propriété, qui en lui-même est considéré comme, néfaste, voire pervers, égoïste, et profitant à quelques-uns au détriment des autres, donc je dois le combattre, et ça c'est un principe supérieur qui n'est pas inscrit dans le droit. C'est-à-dire il n'y a pas un article de loi, enfin que je sache, qui dise que la propriété est une mauvaise chose. En revanche, qu'il y ait une philosophie socialiste qui le pense, oui. Et donc, c'est cette idéologie qui vient, en quelque sorte, transcender à un moment donné et conduire à penser une technique, comme vous le disiez, de l'ego, où je vais construire des arguties juridiques qui vont me permettre de me donner raison quand je veux donner raison aux squatteurs. Voilà, par exemple. Alors, Bénédicte, je vous appelle Bénédicte comme si on se connaissait depuis longtemps. Voilà, Bénédicte Bernard. La boussole qui nous manque. Alors, l'un des auditeurs de Courtoisie nous dit, mais est-ce que ce n'est pas tout simplement le décalogue ? Ce qui est intéressant, parce qu'il y a bien marqué « tu ne voleras pas », mais il y a aussi marqué « tu honoreras ton père et ta mère ». Donc, on sent bien qu'il y a à la fois des interdictions, mais il y a aussi des recommandations qui sont au-delà du simple règlement de conflit, qui sont au contraire justement
dans l'inscription d'une durée, donc quelque chose qui nous rapproche de la transcendance, sans parler évidemment de ce qu'on doit à Dieu et qui est la première des transcendances du décalogue. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, le décalogue est l'expression, une expression du droit naturel. C'est un système législatif. Il ne faut pas oublier qu'on parle de droit naturel et c'est tout l'objet de cette émission, mais quand on regarde un peu les fondements, on pourrait aussi parler du droit divino-naturel parce qu'en fait, il est donné par Dieu. Dans une conception chrétienne, Dieu crée l'homme avec une grammaire, on va dire. J'aime bien cette idée de grammaire parce que c'est un mode d'emploi. Et le mode d'emploi, il est divers. Enfin, il n'est pas... disons qu'on apprend à fonctionner et après, on fonctionne. Enfin, je veux dire, c'est des règles de base, des règles essentielles. Alors, effectivement, le décalogue est cité, mais en réalité, quand on regarde, c'est surtout dans la conscience qu'on va aller chercher c'est cette loi naturelle, en fait, ce qui est bien et ce qui est mal, en fait, au fond. Ce qui est le projet pour l'homme, en fait. Mais c'est vrai que j'ai du mal à concevoir, pour ma part, le droit naturel en dehors d'une conception chrétienne, dans laquelle il y a une transcendance, il y a un Dieu qui donne qui fait la création avec un certain projet. Alors, certains de nos auditeurs partageront peut-être pas cette conception, mais il n'empêche qu'on peut se retrouver sur le fait que l'homme est quand même fait avec un principe qui est métaphysique. Enfin, il y a quelque chose qui lui est donné, qu'il reçoit. Et dans la mesure où il le reçoit, elle est objectif, extérieure à lui. Et c'est cette idée d'extériorité que je trouve intéressante et d'objectivité. Si on veut retrouver un socle commun, ce qui semble aujourd'hui indispensable si on veut survivre entre nous, sans s'entretuer et avoir une montée en puissance de la violence, en fait, il faut revenir aux bases. Il faut revenir à toutes ces questions essentielles, se dire mais d'où on vient, qu'est-ce qui fait que on va vivre ensemble, qu'est-ce qui nous donne envie de construire quelque chose et pas simplement un espèce d'équilibre précaire dans lequel on ne sait pas trop par où ça va lâcher, en fait. On a envie de sortir de ça. Chaque individu est une petite bombe en puissance. Oui, c'est ce que vient de décrire tout à l'heure François-Xavier Clément. En fait, des petits individus qui sont juxtaposés. Mais on ne veut pas, en tout cas, une juxtaposition. On sait que ce n'est pas stable et que ce n'est pas durable, surtout. Donc, si on veut construire quelque chose et aller vers un mieux, vers un épanouissement des personnes et un équilibre trouvé, il faudra nécessairement, à mon avis, qu'on passe par cette réflexion sur la personne, en fait, sur l'homme. Qu'est-ce qu'elle est amenée à faire? Qu'est-ce que l'homme? Et donc, une loi qui est méta-juridique, qui est pré-juridique, en fait, et que le droit vient constater. Et donc, le droit vient constater quelque chose qui est objectif, qui lui est extérieur. D'où l'intérêt, c'est que si on a une base commune extérieure au droit, dans ce cas, le droit en découle. Mais il n'est pas créateur du bien et du mal, en fait. C'est ça le problème. Oui, dans le processus éducatif, il y a un geste qui est très important, qui est le geste de la sanction, et qu'on retrouve dans, évidemment, tout le processus de la justice, et qui n'a pas le même but. Qui pourrait. Et on pourrait se dire que le but de la justice est aussi l'éducation, mais ça nous lancerait dans une grande discussion. En revanche, pour que la sanction conduise à perfectionner l'enfant, il faut que la sanction non seulement soit proportionnée, mais qu'elle soit bien conscientisée par l'enfant, c'est-à-dire comprise, entendue et retenue par l'enfant, comme étant un moyen pour lui d'apprendre à se diriger vers le bien. Et donc, la sanction, elle doit être toujours justifiée par l'adulte, par l'éducateur, comme étant une occasion de progression, une occasion de sortir de l'état d'enfance pour atteindre un niveau supérieur de la maturité et petit à petit rentrer dans l'âge adulte, c'est-à-dire la capacité à répondre pleinement de ses actes. Mais s'il n'y a plus de fondement naturel, c'est-à-dire une métaphysique qui permette de rendre compte de l'universalité de ce qui est demandé, de l'exigence du bien, de ne pas taper sa petite sœur pour lui prendre son jeu, de ne pas donner un coup de pied à une personne, etc. etc. Quand j'apprends ça à un enfant, je cherche évidemment à limiter son désir d'hégémonie, mais en même temps, je fais rentrer petit à petit dans sa conscience une règle qu'il a en lui
d'une certaine manière, parce que la question du bien, elle est inhérente à l'âme humaine. C'est-à-dire que, pour reprendre le fil qui était en train d'engager Bénédicte Bernard, eh bien, créer à l'image et à la ressemblance de Dieu, se trouve en nous la trace de l'intention du Créateur, et se trouve en nous cette intention de bien, et cette intention, eh bien, de faire le bien, de vouloir le bien pour les autres. Donc on a conscience, et l'enfant a très vite conscience de ce qu'il ne fait pas bien et ce qu'il fait bien, le mal, la vérité, etc. etc. Et en fait, dans le processus éducatif, on fait grandir dans le cœur de l'enfant une loi intérieure. Et donc, on ne cherche pas à le conformer, à l'aider à se conformer à une loi extérieure, mais on cherche à le faire grandir avec une loi intérieure. Et c'est tout toute la beauté de cette tradition judéo-chrétienne dans laquelle nous avons reçu ce décalogue. Et j'aime beaucoup, moi aussi, ce terme de grammaire qu'employait Bénédicte il y a quelques minutes, parce que c'est quand on se met à parler, si on ne respecte pas les règles de la grammaire, on ne parlera jamais bien. Pour autant, ce n'est pas parce que j'ai lu la grammaire que j'ai appris à parler. Donc il y a bien ces deux mouvements. Il y a bien un mouvement naturel de vouloir agir, un mouvement naturel qui me conduit tout petit à taper un peu les autres, ou à pas dire tout de suite la vérité, ou à me cacher, ou etc. etc. Et la grammaire de la vie me permet petit à petit de me corriger et d'apprendre à agir avec justice et à agir pour le bien. Et donc à participer à un bien qui me dépasse, qui est le bien commun, le bien du tout. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à retrouver, quoi. Oui, alors moi j'ai un aspect sur lequel j'insisterai, c'est le côté universel du bien dont vous venez de parler. En fait, c'est ça qu'il faut retrouver. Si on a des valeurs qui sont universelles et qui sont objectives, en fait, on pourra reconstruire une société sur des bons fondements. Et je pense que c'est ce qui nous manque en ce moment. On a comme une défaillance à ce niveau-là. Et je pense que si on arrive à redonner le goût du bien commun aussi, on peut aussi redonner le goût de vivre ensemble. Parce qu'on l'a quand même un peu perdu. On le voit dans l'actualité, c'est quand même... on est dans une situation un peu tendue. Et c'est vrai que ça, si on arrivait à retrouver, à encourager aussi nos concitoyens à vouloir le bien commun, à vouloir construire ensemble, eh bien, je pense qu'on peut arriver quand même à sortir de cette crise. Mais, ce bien commun, ce vivre ensemble, cet intérêt général n'étant pas juste la somme des intérêts particuliers, mais quelque chose d'un peu différent. Quand vous parliez du décalogue tout à l'heure, je pensais à ce qu'a écrit l'abbé de Tanoirne, où il explique justement d'un point de vue anthropologique, Dieu nous crée, mais nous crée incomplet, parce qu'il instaure en nous un désir de fraternité. Il y a un désir de vivre ensemble, justement. Et donc, cette incomplétude de l'homme, l'homme va découvrir cette loi intérieure qui le pousse en fait vers les autres. Et en fait, faire le bien, c'est pas juste faire le bien parce que j'ai une espèce d'impératif moral, ou c'est pas faire le bien en respectant 660 principes de propreté et de prière, mais faire le bien, c'est en fait me compléter moi-même dans une relation harmonieuse avec l'autre. D'ailleurs, d'une certaine manière, Maître Belmont, c'est la définition de la justice que viennent chercher chez les avocats et chez les juges ceux qui ont senti qu'ils avaient été, entre guillemets, offensés, abîmés, lésés. Alors, il y en a qui sont des vrais professionnels du droit et qui viennent chercher non pas le rétablissement du vivre ensemble, mais juste l'affirmation d'une puissance supérieure, en espérant que le droit va tourner à leur profit, avec un avocat pour les soutenir. Mais on est bien d'accord. En fait, fondamentalement, l'idée, c'est j'avais envie d'être ton frère et tu ne m'as pas permis de l'être. Et donc, faisons en sorte, normalement, dans un bon système judiciaire, de rétablir la chose. Alors, vous avez parfaitement raison, je crois, de dire que la justice est une vertu qui unit, puisqu'elle instaure un juste milieu. Normalement, c'est un juste milieu autour duquel tout le monde peut s'accorder. Vous avez, par exemple, une pièce mythique de l'Antiquité, écrite par Échille, si je ne m'abuse, les Érynies, les Euménides, pardon, où c'est l'histoire d'Oreste, qui est accusé, qui a tué sa mère, qui elle-même a tué son père, enfin bref, quelque chose d'assez horrible. Il va être jugé, il va être acquitté en regard des circonstances de ce meurtre. Et les Érynies qui sont au début de la pièce, si vous voulez, un peu les divinités malfaisantes qui le poursuivent, deviennent à la fin, après cet acquittement, les Euménides, les divinités pacificatrices de la cité, qui vont faire qu'Athènes sera un lieu de prospérité, et la justice
entraîne non seulement la paix, mais la prospérité. Saint Augustin dit que la justice, c'est la tranquillité de l'ordre, etc., etc. Ce qu'on peut observer d'assez surprenant avec ces conceptions modernes issues des Lumières, c'est que la justice devient antisociale, si je puis dire. La justice est une revendication, et parce que c'est une revendication, elle s'impose à l'ordre établi, elle s'impose à l'ordre bourgeois, elle s'impose à je ne sais quoi, et elle devient un argument révolutionnaire. Albert Camus, dans L'homme révolté, dit que la révolte que la révolution est la révolte de la justice contre la grâce par des moyens rationnels. Et quand on fonde la justice sur l'individu en disant finalement la justice c'est que je puisse vivre confortablement, etc., sans laisser la justice simplement dans son domaine, à savoir celui des relations, eh bien on en vient à cette antinomie entre l'individu et la cité qui fait, comme Bénédicte Bernard le disait tout à l'heure, que nous sommes extrêmement divisés entre nous. Donc voilà, retrouver le sens de la justice ne peut que servir le bien commun. Et alors, si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le décalogue, est-ce que le décalogue exprime la loi naturelle ? Saint Thomas d'Aquin a une très belle formule qui dit que la loi naturelle, c'est la participation de la créature raisonnable à la loi éternelle. Donc, il y a certes Dieu qui dispose l'univers, qui l'ordonne, et qui à ce titre fait un certain bien, un certain mal, et la loi naturelle, c'est le découvrir par la raison. La démarche du droit naturel, c'est pas une démarche d'autorité. Aujourd'hui, on peut pas dire ceci est de droit naturel, ceci n'est pas de droit naturel. C'est un argument qui est inaudible. On a un peu l'impression que c'est un argument d'autorité qui s'imposerait au débat, et ça ne peut pas s'entendre. Mais au fond, c'est simplement dire que le juriste, le juge, le législateur doit être un homme intelligent qui regarde les faits au lieu de croire que sa propre volonté peut décider de tout et n'importe quoi. Et les lois que nous avons, celles qui sont issues par exemple du Code civil, sont des lois qui ne nous permettent pas toujours, elles le permettent parfois, mais elles ne le permettent pas toujours, de discerner et de chercher ce qui est juste. Par exemple, prenez la loi sur les contrats. Depuis le Code civil, vous avez l'ancien article 1134 du Code civil qui vous dit que les contrats tiennent lieu de loi aux parties, à ceux qui les ont faits. Donc le contrat, c'est un absolu. Vous pouvez vendre une maison, alors non, ça c'est un mauvais exemple parce que justement il y a une exception pour les maisons, mais vous pouvez vendre une voiture à un prix extrêmement inférieur à ce qu'il est. Vous pouvez escroquer quelqu'un, si je puis dire, en lui vendant un bien à un prix exorbitant. Pour autant, on va considérer que la question du juste prix ne rentre pas dans la question du juste. On ne va pas rechercher le juste prix. Le contrat, l'accord de volonté s'impose. Il en est ainsi dans beaucoup de domaines, alors que la tradition juridique anté-code civil, si je puis dire, c'était tout de même de rechercher ce qu'était le juste prix, ce qu'était l'équilibre des prestations, qui faisait que dans tel contrat, on aboutissait à une forme d'harmonie et donc de réunion, et donc pour revenir à votre question, à une forme d'union des intérêts entre les parties, puisque le contrat doit profiter à tous les deux. Et au-delà de tous les deux, au reste de la société, parce que c'était à travers aussi, au reste de la société. D'une société où on n'a pas des individus qui contractualisent entre eux en étant prétendument libres et égaux, alors que, évidemment, le capitalisme possède l'instrument de production et que le brassier n'a que ses bras à offrir. Donc, vraisemblablement, le capitalisme, et le 19e est là pour le montrer, avec des contrats parfaitement légaux. Juste, on fait travailler les enfants dans les mines. Enfin, bon, bref, on voit bien qu'il n'y a pas de... que le fait de contractualiser la société n'est absolument pas le fait d'établir des relations. C'est au contraire le fait de détruire le fondement naturel de ces relations. C'est le règne de la force. Et puis on parlait tout à l'heure de la propriété. Bon, ça nous amènerait très loin, mais la conception de la propriété qu'est la loi est une conception qui ne recherche pas forcément le juste. On dit que la propriété est un absolu, sauf que la propriété, moi je suis le premier défenseur de la propriété, très bien, mais on peut aboutir à des sociétés, je dirais, un peu de type oriental, où vous avez quelques personnes qui possèdent des milliards et un grand nombre qui vivent dans la misère. C'est pas très juste non plus, et c'est la question que la loi interdit. Voilà. Je plaisante, évidemment. On le voit en France. Merci beaucoup, Maître Belmont. Une question d'un auditeur pour vous, vraisemblablement, François-Xavier Clément. L'éducation ne consiste-t-elle pas à donner des limites et donc un cadre général ? Quand on reste dans ce cadre, le droit perd de son unité et de son importance. On respecte les consignes et les interdits. Est-ce qu'on peut, à ce point-là, se passer du droit ? Est-ce qu'une société faite de gens entièrement éduqués, et notamment chez vous,
réussirait à assurer le bien commun et l'intérêt général Je pense que dans le groupe Saint-Dominique, sans avocat et sans juge. Je pense que dans le groupe Saint-Dominique que j'ai l'honneur de diriger au PEC, oui, on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait fondement du juste uniquement sur des habitus bons, l'acquisition d'habitus, c'est-à-dire de limites que se donnent les élèves les uns par rapport aux autres. Mais je pense que c'est le projet d'une civilisation chrétienne, c'est-à-dire que à la fois les règles de bon sens, comme le disait Bénédicte tout à l'heure, et puis une conscience droite, La conscience droite, c'est vraiment la conscience qui est dirigée par le bien en permanence et qui recherche à lutter contre le mal. Et donc cette conscience droite, si elle est suffisamment bien éduquée, suffisamment bien renforcée par l'acquisition d'habitus vertueux, elle peut conduire effectivement dans une société donnée à agir pour le bien. Vous savez, c'est exactement ce qui se vit de façon habituelle dans un monastère bénédictin, sans minimiser la puissance de la règle bénédictine ou de la règle de tel ou tel ordre. Il y a quand même au quotidien 80% du temps l'application d'une règle intérieure. Et c'est l'application de cette règle intérieure qui conduit le bien et la vie communautaire et la réalisation d'un bien commun. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin pour vous. Il nous reste 4 minutes et 7 secondes. Bénédicte Bernard, dans ce livre, dont je répète le titre, « Le droit naturel, une ressource pour notre temps », on se dit que la véritable question, une fois qu'on a bien compris le droit naturel et le droit positif, le donné et le construit, c'est en fait de redéfinir le juste. Comment est-ce qu'on peut redéfinir aujourd'hui le juste ? Bonne question. Enfin, comment est-ce qu'on engagerait les politiques à redéfinir le juste ? Je ne vous demande pas de le redéfinir maintenant, vous, tout de suite. Non, mais peut-être que je partirais peut-être du tableau de Raphaël, l'école d'Athènes, où on voit Platon qui regarde vers le ciel, qui regarde les idées, qui est idéaliste, et puis on a Aristote qui a la main vers le sol et qui regarde la réalité, qui regarde avec réalisme. Et moi, j'aime beaucoup ce réalisme d'Aristote, en fait, où il va chercher l'essence des choses, il va regarder, il va constater, en fait, ce qu'il a autour de lui. Et on a envie de dire, ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe, regardez le bon sens, écoutez les gens qui parlent avec bon sens, avec rectitude, avec bonne foi. Écoutez, regardez s'il n'y a pas un peu plus. Moi, je crois qu'il y a d'abord une ouverture au réel qu'il faut récupérer. Et il faut récupérer la notion de l'homme, en fait. Pour moi, la question de base, c'est au-delà de... Enfin, on ne recomprendra le droit naturel que si on comprend l'homme, ce qu'est l'homme. Et si on se repose les questions métaphysiques sur l'homme. Donc, pour moi, il y a beaucoup de questions mêlées. Il y a d'abord la question de la nature humaine, la question de la métaphysique. Et puis, ensuite, le droit. Le droit vient... il y a d'abord la vie et ensuite les normes qui surgissent, qui ne font que reprendre une réalité. Et donc, il faut la retrouver, celle-là. Il faut éduquer aussi au juste. Alors, éduquer les enfants, mais éduquer tout au long de la vie. En fait, il faut éduquer la sensibilité à ce qui est juste, mais il faut aussi repasser par les concepts et réétudier ces concepts de droit naturel qu'avaient les Romains, en fait, et qui nous ont légués et qu'on a perdu ces derniers siècles et qu'on peut à nouveau récupérer. Mais je crois que là, moi, ce que je constate à travers l'édition, c'est qu'on a un regain d'intérêt pour le droit naturel. On a des colloques qui sortent, des publications, une revue, notre revue que nous avons montée donc avec Grégoire Belmont sur la revue de philosophie du droit qui emporte un réel intérêt. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de juristes aujourd'hui qui s'intéressent à la question, beaucoup de personnes non juristes qui se reposent la question. Je crois qu'il faut aller par là et il faut aussi être capable de redonner, et là je parle aux juristes et aux philosophes, de redonner des éléments de pensée pour qu'on puisse à nouveau... se former une sensibilité sur ces questions essentielles. Eh bien, Maître Belmont, voilà, puisque vous dirigez cette revue, quel est le texte le plus enthousiasmant qui vous a été donné d'éditer, indépendamment des vôtres? Écoutez, Bénédicte parlait de la nécessité de revenir au concept. Je pense que revenir... simplement méditer, réfléchir à ces quelques textes du livre 5 d'Aristote sur l'éthique à Nicomaque, où il décrit ce qu'est la justice, c'est une égalité. Et également revenir à ce texte essentiel au début du digeste, où les Romains nous disent, comme le citait Bénédicte tout à l'heure, que
le droit est l'art du bon et de l'équitable, ce serait un bon prélude pour faire de notre état de droit, état de la norme positive, état des libertés individuelles qui s'entrechoquent, à nouveau un état de justice. Eh bien, parfait. Mais merci à tous. Je rappelle une dernière fois, voilà, le droit naturel, une ressource pour notre temps, aux éditions Bolène, dont Bénédicte Bernard est la directrice. Et merci à tous, Bénédicte Bernard, Maître Belmont, François-Xavier Clément, d'avoir été avec nous pour explorer cette notion du droit naturel qui, évidemment, permet de refonder un véritable vivre ensemble plutôt que de s'éparpiller entre tous ces individus jaloux et furieux de leurs propres droits. Et à demain, à l'antenne de Radio Courtoisie, pour vous tous.